Trump s'est débarrassé de son ancien principal rival dans la course à l'investiture républicaine pour la Maison Blanche pour l'élection de novembre prochain. Voilà, il en reste deux en tête-à-tête. Ron DeSantis, c'est terminé. Il l'a annoncé hier soir, quelques heures avant la deuxième primaire, celle de New Hampshire. On l'écoute. Je ne peux pas demander à mes soutiens de donner de leur temps et leurs ressources si nous n'avons pas une réelle chance de victoire. C'est pourquoi je suspends aujourd'hui ma campagne. Je suis fier d'avoir respecté 100% de mes promesses et je ne vais pas m'arrêter maintenant. Il me semble clair que la majorité des votants républicains veulent donner à Trump une nouvelle chance. Voilà, et très explicitement, il s'est rallié à Trump. Regardez le dernier sondage, peut-être, dans lequel il était crédité dans cette deuxième primaire républicaine de 5%. 5% seulement, mais 10 fois moins. Le rapport est de 1 à 10 entre Donald Trump et Ron DeSantis. Est-ce la raison et surtout pourquoi a-t-il chuté si bas? Jade Partouche, vous avez revisité cette campagne de Ron DeSantis avant de voir les erreurs, et elles sont nombreuses. Quels étaient initialement ses atouts pour qu'on le présente au départ comme l'étoile montante des Républicains? Je vais vous montrer une image qui vaut 1000 mots. Ce Ron DeSantis en larmes. On est là à 2 jours du caucus de l'Iowa. Donc il est encore en course, mais il est probablement plus fragilisé que jamais. Pourtant, Ron DeSantis avait sur papier des atouts majeurs à faire valoir, qui lui ont permis malgré tout d'aller très loin et d'être vu comme l'étoile montante justement des Républicains. Ses origines d'abord, sa jeunesse ensuite et son côté parfait petit américain de service. Si je devais lister les 3 atouts, ce serait cela. D'abord, effectivement, une communication parfaitement ficelée autour d'une idée principale. C'est l'homme parti de rien, l'homme du peuple, en quelque sorte. Il rappelait à qui voulait bien l'entendre les origines de ses grands-parents italiens, sa mère infirmière et son père qui a installé des boîtiers sur les téléviseurs pour relever les audiences. Il rappelait souvent ses racines de col bleu, ce sont ses mots, et ses débuts sur le marché du travail pour 6 $ de l'heure. Une façon vraiment de contrebalancer avec le milliardaire américain. 2, sa jeunesse, autre atout majeur, 45 ans versus les 77 de Trump et les 81 de Joe Biden. Effectivement, c'est un argument qui pèse extrêmement lourd. Et puis 3, son côté lisse comparé à un Trump bardé de procédures judiciaires avec une vie privée mouvementée. Lui, au contraire, a choisi de jouer la carte de la droiture. Il a mis quasiment systématiquement ses enfants, ses 3 enfants et sa femme sur le devant de la scène. Il a rappelé qu'il a combattu en Irak. Il a voulu donc incarner ce côté effectivement parfait petit américain aux valeurs extrêmement solides. DeSantis faisait du Trump sans Trump, c'est ce que dit cette experte et c'est une façon effectivement de résumer assez bien ce qu'était Ron DeSantis, plein de bonnes ambitions avec des idées extrêmement ultra-conservatrices bien sûr pour révolutionner le pays, fort aussi de son expérience de gouverneur du 3e État quand même le plus peuplé des États-Unis, à savoir la Floride. Et avec d'obsession, on l'avait souvent souligné, dans la lutte contre le wokisme. Il était plus conservateur encore, se positionnait encore plus à droite sur les questions sociétales que Trump, si c'était possible. Voilà pour ses atouts. Quelles étaient ses erreurs? Quelles ont été ses erreurs? Faire du Trump quand on n'est pas Trump, effectivement, c'est pas forcément une stratégie payante et c'est l'une des raisons qui l'a peut-être stoppé en plein vol, c'est son côté trop lisse comparé au bulldozer Trump, un manque de charisme dont s'est allègrement servi Donald Trump pour le déstabiliser. Le problème avec DeSantis, c'est qu'il aurait besoin de se faire greffer une personnalité, c'est ce que déclarait Donald Trump sur son réseau social. Il a systématiquement cherché à déstabiliser Ron DeSantis, alors que le contraire est absolument faux. Et c'est peut-être ça aussi qui lui a fait défaut, ne jamais s'en prendre directement à Trump. J'ai demandé à nos archives dans le service de trouver un moment où Ron DeSantis s'attaque à Trump. On n'a pas trouvé. C'est dire à quel point il a eu peur justement d'aller sur ce terrain-là et de se mettre les Trumpistes à dos. Il a mis l'essentiel de ses fonds de campagne, à savoir 160 millions de dollars, pour inonder le marché, le pays de spots publicitaires pour dénoncer tous ses adversaires, sauf Trump, alors qu'il était quand même le 2e homme fort du pays. Une stratégie donc qu'il aura menée que sur cette pente descendante, cette chute vertigineuse. Il est passé de 35%, quasi 35% des intentions de vote début janvier à maintenant 11%. Il aurait donc mieux fait, selon certains experts, de s'installer dès le début dans ce duel avec Donald Trump, plutôt que dans cette bataille contre tous les autres. Merci beaucoup Jade. 11% au niveau national, on l'a vu, 5% d'intention de vote lui était crédité pour la primaire.
du New Hampshire qui aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi. C'est la deuxième. Histoire d'un désastre, dit par exemple cet article du Monde ce matin. Quelle est pour vous, effectivement, Gallagher, l'erreur fatale ? Alors j'aime bien la campagne. Je ne sais pas si vous faites référence à un article de Piotr Smolar dans Le Monde qui dit que c'est la première fois qu'on assiste à un crash avant même le décollage. Et c'est vrai que ça a été assez fascinant de voir cette trajectoire de DeSantis qui avait la reconnaissance du nom. Tout le monde aux États-Unis connaît Ron DeSantis parce qu'il est le gouverneur de la Floride et que notamment sa notoriété a explosé au moment du Covid où lui il a dit à tout le monde, et on avait ces images, rappelez-vous-en, qu'on diffusait ici même sur LCI, de ces jeunes sur la plage qui faisaient spring break, qui étaient, voilà, il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien, on laisse tout ouvert, etc. Donc voilà. Et ça, c'est d'ailleurs les premières frictions avec Donald Trump. Après, faire du Trumpisme sans Trump, et c'est la parfaite définition de Ron DeSantis, ça veut dire que vous êtes une coquille vide. Il y a un truc avec les campagnes présidentielles, c'est que les phares sont braqués sur vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous ne pouvez pas mentir sur qui vous êtes, ou en tous les cas, pas indéfiniment, ça finit par se voir. Or, s'il y a un défaut majeur avec Ron DeSantis, c'est que c'est un type franchement pas sympathique. Il est détestable, il est froid, maladroit. À chaque fois qu'il sourit, tout le monde commente sur sa mâchoire inférieure qui se décroche pas. C'est un type qui vous met mal à l'aise. Il y a un truc très important dans les campagnes américaines qui s'appelle le retail campaigning, c'est-à-dire c'est quand vous allez dans le petit resto qui vend des burgers, le conseiller vous glisse quelques dollars, vous débarquez au comptoir, vous commandez un iced tea, puis vous proposez de payer des hot dogs aux gens. Et là, il savait tellement pas faire. Moi, j'ai vu des séquences, mais vraiment très gênantes. Pourquoi ? Parce que quelque part, il est desservi, contrairement à Donald Trump, par sa grande intelligence, Ron DeSantis. C'est un mec ultra cérébral. Or, c'est pas ça qui vend en ce moment. Certainement pas du côté droit de l'échiquier politique, qui est soumis à Donald Trump à 100%. Il y a un culte de la personnalité. Et effectivement, Ron DeSantis, mais tous, il y avait 14 candidats au début, ils ont fait une erreur stratégique évidente. C'est qu'ils se sont dit, OK, c'est la plus grande force centrifuge Donald Trump, on ne va pas l'affronter frontalement. Mais comment vous faites pour faire campagne contre quelqu'un sans l'affronter frontalement ? Sans jamais en le contournant. l'affronter. Donc ils sont tous en train d'en payer les frais au final. Et on voit l'exemple avec Ron DeSantis. Avant de vous entendre, on va se tourner vers Jean-Éric Brana. Merci beaucoup d'être avec nous, spécialiste des États-Unis, consultant pour LCI tout au long de cette campagne présidentielle. Ça va être passionnant de la suivre avec vous, Jean-Éric. Vous avez entendu ce qu'ont dit Jade et Gallagher déjà pour esquisser les raisons. Ce qu'on retient effectivement, c'est d'abord l'évitement permanent d'attaquer Trump, ce qui, dans le cadre d'une primaire, est-ce que c'était habile ? Et puis l'anti-Trump n'est pas capable d'être à un bar et d'avoir cette proximité assez extravagante et extraordinaire qu'a Trump avec les électeurs. Alors, je suis très ennuyé parce que je suis en total désaccord avec intéressant. J'espère qu'il ne va pas m'en vouloir de mes propos, mais en réalité, tel que moi je peux voir DeSantis, c'est quelqu'un de très populaire en Floride, son État, là où il est gouverneur. Il a d'ailleurs réussi cet exploit de faire de la Floride, qui était un swing state chaque année, et vous vous souvenez en l'an 2000, le psychodrame qu'on avait eu dans cet État, et qui en a fait un État qui est désormais totalement républicain. On ne dit pas cette année que la Floride va déterminer qui va être président des États-Unis, et c'est la première fois depuis 25 ans. Donc on a là à mettre au crédit de DeSantis un exploit assez extraordinaire. D'ailleurs, les électeurs de Floride ont reconduit comme gouverneur en 2022 avec une avance tellement forte que ça a fait penser qu'effectivement il pouvait devenir président des États-Unis. Son erreur, à mon sens, c'est d'avoir un ego plus développé encore que Donald Trump, puisqu'il a cru qu'il pouvait damer le pion à Donald Trump en pensant, comme nous tous, que Donald Trump était mort clinique, ce qui était le cas après les élections de 2022. Et il a donc attendu pour lancer sa campagne. Souvenez-vous, sa campagne n'est lancée que le 23 mai, c'est-à-dire 242 jours de campagne avant d'abandonner, mais c'était beaucoup trop tard. Donald Trump avait redécollé le 30 mars, après la mise en examen qui lui a été faite
par le gouverneur Braggs à New York. Et à ce moment-là, Donald Trump a rejailli de la boîte parce que les électeurs républicains se sont sentis attaqués. Et c'est bien là-dessus que Donald Trump prospère. C'est quand les gens républicains se sentent attaqués, les sans grade, les sans nom, ce que vous appellerez, ce que Hillary Clinton a appelé les déplorables, eh bien, ils se mettent derrière Donald Trump parce qu'ils ont l'impression que Donald Trump les comprend et leur parle. Même s'il doit perdre à la fin, en tout cas, ils se sentent représentés. DeSantis a fait du Trump sans Trump, il a eu tort d'attendre, il a eu tort de penser que l'âge allait être un facteur. L'âge n'est pas un facteur, même si certains journalistes le pensent, et je viserai aussi l'article du Monde, Piotr Smolar est dans cette logique-là, et je pense qu'effectivement, cette année, l'âge n'est pas un facteur. On est dans deux modes de pensée, celui de Biden, celui de Trump, et finalement, même si on sait que les électeurs ne veulent pas de ce combat, c'est quand même ce combat qu'ils ont, donc il va falloir qu'ils se positionnent. Et bien en se positionnant, ils ont choisi celui qu'ils connaissaient, c'est-à-dire Trump. On va revenir à Trump, mais juste une question, Jean-Éric, puisque vous dites que l'âge n'est pas un problème. Vous diriez que l'âge n'est pas un problème pour Biden ? Absolument, je dirais que l'âge n'est pas plus un problème pour Biden que pour Trump. En réalité, toute la campagne de sénilité, de faiblesse de Biden a été montée par Trump, qui a été formidablement habile, puisqu'il l'a fait passer. Et là aussi, moi, ce que j'observe dans certains médias depuis 3 ans, c'est qu'on reprend la propagande Trump. Mais si on regarde honnêtement, c'est pas parce que quelqu'un bafouille, le nombre de fois où j'ai pu bafouiller sur les plateaux, on va dire que je suis sénile, ou peut-être certains le diront d'ailleurs, et pourquoi pas. Mais c'est pas ça qui fait un président. Ce qui fait un président, c'est le projet qu'il va avoir, l'entourage qui est derrière lui, surtout aux États-Unis, savoir s'il est capable de gagner les 2 chambres, le Sénat en particulier, mais également la Chambre des représentants, sans lesquels il ne peut rien faire. Et donc on va regarder ces facteurs-là pour voir s'il sera le prochain un grand président ou pas. Et jusqu'à maintenant, Biden est plutôt un très bon président, puisqu'il a fait passer les grandes lois qu'il avait promises, en particulier celles sur les infrastructures, celles sur le climat et celles sur la relance de l'industrialisation aux États-Unis, et c'est ce qu'il avait promis. Donc pour l'instant, carton plein. Non, je le disais, ça va être passionnant de suivre cette campagne avec vous. On recentre le débat sur Trump, donc le camp républicain, Ron DeSantis qui a jeté l'éponge. Laure Mandeville, pour vous, quelle est l'erreur de DeSantis ? Oui, alors c'est vrai que je suis d'accord avec ce qui a été dit par Jean-Éric. Oui, par Jean-Éric Brana sur le fait que la Floride, c'était son énorme atout. C'est-à-dire, en gros, c'était je vais répéter à l'échelle du pays l'extraordinaire succès que j'ai eu avec la Floride. Et donc, cet État, comme il disait, où les woke vont mourir, puisqu'il avait lancé toutes ces attaques contre Disney, etc., etc. Et c'est vrai qu'il y a aussi chez lui, mais c'est vrai que ça n'a pas marché, il y a chez lui un côté Mitt Romney, souvenez-vous, qui s'était battu contre Barack Obama quand Barack Obama s'est relancé pour un 2e mandat. Et Mitt Romney semblait avoir tous les atouts. Il avait un CV hors pair, éducation, dans les meilleures universités, grand connaisseur surtout. C'est un peu le cas de DeSantis, qui a très bien éduqué, ça a été dit, qui passait par Yale, etc. Harvard, pardon. Non, les deux, en fait, Yale et Harvard. Qui sont donc des grandes universités parmi les plus prestigieuses des États-Unis. Et donc, qui a affiché des compétences. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été capable de... D'abord, il a eu un problème, c'est-à-dire faire du Trumpisme sans Trump, pour lui qui se situe comme un ultra-conservateur, par exemple sur l'avortement, c'est pas du Trump. Trump a toujours été quelqu'un qui a complètement bouleversé tout le jeu. Il soutenait, par exemple, les classes populaires. Il n'est pas du tout ultra-conservateur sur les valeurs, c'est-à-dire que sur l'avortement, c'est pas du tout quelqu'un qui est en... Comment dire ? Qui met l'accent là-dessus. C'est-à-dire qu'il a l'appui de la droite chrétienne, par exemple, Trump, parce qu'il dit « je défends l'Occident, je défends les chrétiens », mais il n'est pas du tout en avant, si vous voulez, sur ce genre de thème. Et donc, en fait, il brouille toutes les cartes de la gauche et de la droite, ce que DeSantis était incapable de faire. Et il y a aussi une autre chose, c'est que Trump, au fond, ce n'est pas seulement un agenda,
c'est un phénomène culturel. C'est-à-dire, c'est une culture en soi. C'est pas facile c'est un d'attaquer monde. un phénomène Et donc, culturel. quand on est un phénomène culturel, vous pouvez pas en fait l'attaquer comme ça. C'est très difficile. Et effectivement, je suis d'accord avec l'idée qui a été répétée ici, qu'il fallait être beaucoup plus clair pour se différencier et porter un projet qui pouvait dire, moi, il y a des choses. Ce président était nécessaire quand il est arrivé. Peut-être il incarnait un espoir, une contre-attaque contre l'élite qui avait complètement été déconnectée. Mais il y a eu tout ce qu'il y a eu le 6 janvier, l'incapacité, c'est un peu ce que tente de faire Nikki Haley. On va en parler de Nikki Haley parce que ça change peut-être la donne aussi pour elle qui reste en tête-à-tête avec Trump. Mais en tout cas, Trump, le phénomène culturel, a réagi hier au fait que DeSantis se retirait. Et lui qui l'avait toujours surnommé, moqué, toujours humilié en fait dans ses prises de parole. D'ailleurs, il ne le citait pas. Hier, il a dit son nom. C'est peut-être une première. Je vais dire quelques mots concernant notre concurrent. Une personne compétente se retire. Ron DeSantis. Ron DeSantis se retire. Ces votes, en fait, on n'en a pas besoin, car on nous donne très largement gagnant, de beaucoup de points. Le principal, c'est que nous allons travailler ensemble pour faire perdre le pire des présidents. Voilà, fausse indulgence, vraie humiliation, toujours, de Trump, qui explique que, voilà, c'était un type bien, mais de toute façon, on n'a pas besoin de lui. Quel regard vous portez sur cette étape dans la primaire républicaine et dans l'élection américaine? Alors, vous savez, les États-Unis sont souvent en avance sur ce question de mode, etc. On le sait, souvent ils sont en retard en Europe. Alors moi, ce qui m'intéresse dans ce phénomène Trump, c'est pas forcément la personnalité, c'est plutôt ce qu'il représente, le phénomène culturel dont je viens de parler. C'est-à-dire qu'on l'a dit d'ailleurs dans le reportage tout à l'heure, c'est l'anti-élitisme. Et cet anti-élitisme, évidemment, on le sent absolument partout dans le monde occidental, en tout cas. Je veux dire, on verra les résultats des européennes prochainement, et à mon avis, ça sera aussi un courant de cet ordre-là. Deuxième chose qui m'intéresse, c'est Ron DeSantis est accusé, on lui dit son tort, c'est d'avoir fait du Trumpisme sans Trump. Bon, il y a aussi un côté, excusez-moi, je reviens au phénomène français, il y a aussi un côté en France où souvent les gens viennent sur les positions du RN, c'est-à-dire tenir des positions du RN sans être le RN, et on sait très bien que ça marche pas. Donc c'est ça qui m'intéresse moi personnellement, c'est ce que ça peut donner comme possibilité et comme pour prévoir un peu ce qui va se passer dans notre vieux pays et dans notre vieille Europe. Et alors, qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis? Maintenant, on a ce tête-à-tête avec Nikki Haley. Je crois qu'il n'y aura pas de débat. Jean-Éric Brana, Trump refuse toujours de débattre avec ses concurrents et il ne va pas le faire davantage avec Nikki Haley. Bon, on ne voit pas trop pourquoi il le ferait d'ailleurs. Il se présente en président sortant et vous avez vu que s'il est challenger, il est surtout président sortant et c'est pour ça qu'il a cette vague qui le soutient. Il ne veut pas s'abaisser à débattre avec Nikki Haley et Nikki Haley qui est condamné aussi en réalité. Alors à quelle échéance? Parce que la question qui se pose maintenant c'est à qui le tour? À elle, mais quand? Ça n'est plus de savoir si elle va se retirer, c'est de savoir quand elle va se retirer, c'est ça. J'ai fait 2 tweets moi ce matin, j'ai répondu à quelqu'un qui me posait exactement la même question, j'ai dit c'est une affaire entre elle et son ego, puisque désormais elle est morte vivante dans cette campagne, elle va nulle part, et j'ai également écrit, il faut se préparer à ne pas avoir de Super Tuesday, puisque on ne voit pas pourquoi on irait sur un Super Tuesday alors que la campagne est déjà terminée, elle est terminée depuis la semaine dernière, et là on y va pour la forme, pour juste dire que Trump est en train de tout balayer, et Nikki Haley a fait une erreur centrale, là encore, pardon, contrairement à ce que je viens d'entendre, c'est qu'elle a attaqué Trump. On n'attaque pas Trump dans une primaire républicaine, dans lesquelles ce sont les militants républicains qui votent ou les sympathisants les plus forts, c'est-à-dire tous ceux qui ont déjà voté Trump, qui croient à cet homme et qui désormais n'ont qu'un seul adversaire en tête, c'est Biden. Parce que la particularité de la campagne de cette année, qui est extraordinaire par rapport à tout ce qu'on a connu, mais chaque campagne est à chaque fois extraordinaire, cette année, c'est qu'on a une campagne qui a commencé 10 mois avant. Normalement, la campagne, c'est septembre-octobre à la fin. Cette année, on est déjà dans le match et ça va être
très long, très difficile. Et là, l'âge du capitaine peut être remis sur la table, parce que tenir 10 mois de campagne, et Laure, par exemple, qui a déjà couvert des campagnes, le sait bien, c'est déjà difficile sur 2 mois. Sur 10 mois, je ne sais pas comment ils vont faire. On revient sur le calendrier. Effectivement, il y avait plusieurs élections avant ce Super Tuesday du mois de mars. On va voir le calendrier tout de suite, le 5 mars. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de Super Tuesday. La campagne républicaine pour l'investiture s'arrêterait avant. Ça s'est déjà produit, ça, Jean-Éric ? Non, ça ne s'est pas produit, et ça va être demandé par Donald Trump très rapidement. Vous allez voir que dès cet après-midi ou demain ou après-demain, ça va être ce qu'il va réclamer. Le discours de Ron DeSantis nous a déjà donné le là. Pensez bien que ça a été fait avec les équipes de Trump. Hein. Le fait qu'ils disent « je ne vais pas aller dépenser plus d'argent » et qu'aujourd'hui tout le monde reprenne cette histoire de l'argent, c'est pas un hasard. Hein. Quand on a des éléments de langage qui nous sont donnés, il faut faire attention. Pourquoi est-ce qu'on nous les donne ? Et Trump va nous expliquer que tout cet argent qui pourrait être dépensé contre Biden est dépensé inutilement, qu'on est en train de le cramer en réalité pour rien, et qu'il faut arrêter cette campagne pour arrêter de dépenser de l'argent. C'est très malin, et effectivement, ça va tuer la campagne dans l'œuf, et ils vont dire on va garder tout cela pour pouvoir continuer. En même temps, c'est une très bonne affaire pour Donald Trump, puisque toutes ses finances vont être récupérées par le Parti républicain, y compris ses finances judiciaires. Donc, Nikki Haley n'a aucune carte à jouer dans cette affaire. Mort-vivante, vous avez dit, ça paraît un peu dur, mais vous dites c'est plus la peine, elle peut rien faire. Mais vous vous rendez compte que Trump est 20 à 30 points devant elle partout, y compris dans son propre État. L'humiliation totale en Caroline du Sud. Les sondages aujourd'hui donnent Trump à 25 points au-dessus de Nikki Haley, alors qu'on n'avait pas le score de DeSantis qui s'ajoute à celui de Trump. Non, c'est vraiment une campagne qui n'en est pas une, et Trump est seul maître à bord. Donc une campagne qui, selon vous, pourrait s'arrêter assez rapidement. Enfin, une campagne interne aux Républicains. Elle repartira de plus belle, effectivement, entre Trump et Biden. Votre regard, Général Gomard ? En arrivant sur ce plateau, ma question était effectivement est-ce que Nikki Haley, combien de temps Nikki Haley va durer ? En tant que non spécialiste, mais en tant que regardant, comme beaucoup de Français, cette élection américaine, on voit bien derrière que c'est une question de financement. C'est-à-dire que, comme en fait il y a vachement d'investisseurs derrière, effectivement, un certain nombre de ceux qui soutiennent Nikki Haley vont sans doute dire on va arrêter de payer pour Nikki Haley. Et effectivement, c'est ce que disait Jean-Éric Brana à l'instant. C'est-à-dire qu'effectivement, plutôt reporter ces financements dans la campagne de Trump, anti-Biden. Et là où Trump est fort, quand on regarde ça, effectivement, c'est un vrai phénomène culturel. C'est incroyable de voir ce suivi, cet engouement. Alors évidemment, c'est à travers ce que nous montrent, ce que nous montrent les caméras, mais quand même, c'est-à-dire qu'il est loin, loin devant, en dépit de tous ces déboires judiciaires. Ça ne change rien, au contraire, ça le pousse, ça le met en avancée. Et c'est assez incroyable, vu d'ici, vu de France. Mais il y a encore quelques mois, quand même, Gallagher, on se posait la question, est-ce que Trump va y arriver ? Il y aura bien des rivaux sur son chemin. Mais on n'avait pas anticipé sur une telle réussite quand même, alors peut-être par naïveté, par, vous savez ce qu'on appelle le wishful thinking, c'est-à-dire qu'on ne veut pas croire à quelque chose auquel on n'adhère pas. On s'est trompé. On s'est trompé sur la puissance de Trump. Alors, on l'a mal évalué. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir comment est-ce que vous définiriez Trump, et Laure, à juste titre, a parlé d'un phénomène culturel. Moi, ce qui me fascine chez Donald Trump, tristement, j'ai envie de dire, c'est sa grande imprévisibilité. Et effectivement, c'est ce qui le rend si difficile à lire. Il y a une autre caractéristique, c'est qu'il échappe à toutes les lois fondamentales de la physique politique. C'est-à-dire que normalement, n'importe quel autre candidat qui dirait même 1/10 de ce qu'il dit serait balayé d'un revers de la main. Quand il dit aux électeurs de l'Iowa, même si vous allez crever, si ça doit vous coûter la vie d'aller voter, allez-y. Quand il dit je pourrais flinguer quelqu'un sur la 5e avenue et quand même m'en sortir. Enfin, voilà. Et on pourrait multiplier comme ça les déclarations. Donc il est effectivement, si vous voulez, il y a, je le redis, un culte de la personnalité autour de lui. Il a pris le parti politique, le parti républicain, en otage. C'est un parti qui lui appartient. Maintenant, moi, ce qui est aussi très intéressant, c'est que quand vous regardez la candidature de Nikki Haley et que vous le sortez de l'époque dans laquelle nous sommes, ce serait objectivement une très très bonne candidate, Nikki Haley. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je serais moins définitif que Jean-Éric Brana. Je pense que si vous voulez dire qu'elle n'a aucune chance, c'est voilà, on peut le penser, on peut le dire. Je dirais qu'elle a effectivement à ce stade peu de chance. Il y a un scénario
sur lesquels les observateurs se penchent, c'est un enchaînement de 2 victoires, c'est-à-dire New Hampshire et Caroline du Sud, ou alors des scores, comme on le disait avec si elle l'emportait dans New Hampshire. Oui, pas totalement. Alors, ou alors si elle est effectivement, si l'écart est si l'écart se réduit à quoi, une dizaine de points. Si elle avait 45, non, moins qu'une dizaine de points. Si elle avait 45%, par exemple, ça, à mon avis, ça serait pour elle une victoire qui pourrait faire que les donateurs diraient il faut lui donner une chance. Aucun sondage ne lui accorde 40%. Pour l'instant, non, elle a 38. Ouais, c'est la dernière chance, si vous voulez, pour les Républicains de se donner une alternative à Donald Trump. Donc elle est en train d'opérer un pivot, où hier, par exemple, elle a déclaré que pour elle, et c'est la première fois que j'entends dire ça, c'est que Joe Biden et Donald Trump, blanc bonnet, bonnet blanc, les deux sont mauvais, et elle appelle à un changement générationnel, c'est-à-dire qu'elle attaque frontalement sur l'âge et sur le chaos que ces deux-là, à ses yeux, en tous les cas c'est ce qu'elle dit depuis 24 heures, représentent. On verra si ça prend. On verra. Jean-Éric Brana, merci beaucoup. Mais pour vous, le match est plié, il l'est depuis longtemps. Vous n'aviez aucune illusion sur la capacité de quiconque à pouvoir challenger Trump. Et donc maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'une nouvelle campagne commence ? Ah oui, absolument. Là, on est dans une campagne beaucoup plus rude, le niveau du dessus. La campagne démocrate-républicain rentre en plein et au contraire, on va être dans quelque chose de très rude. Il va falloir aussi que chacun dévoile un programme. Donc ça va être plus intéressant, je pense, que les 2 campagnes qu'on a pu avoir les dernières fois, en 2020 et 2016, où les campagnes sur le fond, sur les issues, comme on dit, les problèmes des quotidiens des gens ont été mis de côté. Là, en 10 mois, il va falloir que chacun avance clairement ce qu'il veut faire pour les 4 ans qui viennent aux États-Unis et peut-être même pour les 20-30 ans pour les États-Unis et le reste du monde. Merci beaucoup Jean-Éric Brana. Je rappelle, consultant pour cette élection américaine qu'on suit jour après jour avec les meilleurs experts sur cette antenne de LCI.